Bonsoir, nous sommes le mardi 3 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale entourée de nos invités et des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette émission. La Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines vient de dévoiler les résultats de son enquête sur la consommation dans les Yvelines. Elle permet de dresser les grandes tendances et d'adapter l'offre sur le territoire. Invitée Sylvie Laouna, la directrice d'Yvelines Tourisme, avec elle nous parlerons de l'opération Goût d'Yvelines qui débute le 14 novembre. Au programme, de nombreuses animations autour de la cuisine pour découvrir les produits locaux. Après la finalisation des accords, la présentation des listes pour les régionales, le Parti socialiste vient de dévoiler le nom des candidats pour la régionale en Ile-de-France. Et rappelez-vous, le 1er mai dernier, la mort du jeune Moussa à Trappes avait soulevé une vague d'émotions. Âgé de 14 ans, Moussa avait reçu une balle de pistolet mitrailleur en bas de son immeuble dans le square Albert Camus. Près de 6 mois après, un suspect a été interpellé. Selon nos confrères du Parisien, l'affaire serait liée à une rivalité concernant le contrôle de trafic de stupéfiants à Trappes. Les deux suspects qui se trouvaient alors dans une voiture et qui seraient impliqués dans cette fusillade étaient en cavale. Le plus jeune d'entre eux a été interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Versailles. Une grande marche en hommage à Moussa avait été organisée le 4 mai à Trappes et plus de 2000 personnes avaient salué la mémoire du jeune garçon. Enfin, quelles sont vos habitudes de consommation? C'est une question qui intéresse la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Elle a révélé ce matin les résultats de son enquête Pluripôle qui étudie les comportements d'achat des consommateurs dans notre département. Réalisée une fois tous les 4 ans via 31 000 questionnaires, 100 000 actes d'achat y sont analysés. Retour sur cette enquête avec Fanny Bourdillon. Évolution des comportements d'achat, état des commerces de proximité ou encore impact des centres commerciaux, la CCI Versailles a révélé ce matin une grande enquête pluripôle sur le commerce dans notre département. L'outil comporte toute l'offre commerciale sur le territoire et donc maintenant les habitudes d'achat des consommateurs. On sait précisément où ils vont acheter, pour quel type de produit, à quelle fréquence et quelle est l'attractivité de notre territoire. Notre territoire est quand même très attractif. Une attractivité due notamment aux centres commerciaux, la zone de plaisir Les Clés est la grande gagnante de cette enquête. C'est le premier pôle commercial du département. Les commerces de proximité sont plus en reste. Les commerces de proximité sont en difficulté, évidemment. Ça se voit, il n'y a pas besoin de... Par contre, effectivement, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il n'y avait pas une grosse chute sur l'ensemble, mais qu'il y avait effectivement des secteurs beaucoup plus sinistrés que d'autres. Effectivement, ça joue aussi sur le pouvoir d'achat des zones étudiées, quoi. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et connectés, d'où le besoin pour ces petits commerces de répondre à ces nouvelles attentes. On l'a entendu aujourd'hui, les commerçants devront faire un effort important pour se mettre au goût du jour d'un point de vue de la modernité. C'est important qu'ils puissent se mettre sur Internet, qu'ils puissent trouver des solutions numériques pour attirer davantage de consommateurs ou en tout cas garder leur attractivité. À l'issue de cette réunion publique, collectivités et commerçants ont pu échanger. Mais une incertitude persiste. La loi Macron, avec l'ouverture des commerces le dimanche, pourrait impacter les commerces de proximité. Et la scène n'a pas manqué de surprendre samedi matin devant l'entrée de la gare de Montigny-le-Bretonneux. Une quinzaine de personnes, vous le voyez à l'image, s'est introduite dans une agence bancaire pour en ressortir quelques minutes plus tard avec 8 chaises. Une opération menée par un collectif baptisé Action non violente COP21 qui entend dénoncer l'évasion et la fraude fiscale organisée par les banques. Le collectif soutient la désobéissance civile pour appeler les responsables politiques à se tourner vers la finance pour alimenter un fonds vert pour le climat. En décembre, 196 partis membres de l'ONU doivent se retrouver à Paris pour un sommet sur l'environnement. Action non violente COP21 annonce donc vouloir réquisitionner symboliquement autant de chaises dans les prochains jours à travers la France. Et comme chaque mardi dans le journal, nous parlons à présent politique. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Et bien sûr, il est question des élections régionales. Chacune des formations finalise ses listes à 5 semaines du premier tour qui se tiendra le dimanche 6 décembre. 209 sièges sont à pourvoir en Ile-de-France. Petit rappel, les départements qui composent les régions établissent chacun leur propre liste derrière un candidat qui les fédère tous. C'est la tête de liste. Pour le Parti socialiste dont on va parler dans quelques instants, c'est Claude Barthelone par exemple. Et en fonction des résultats dans le département, un certain nombre des postulants sont appelés ou non à siéger.
D'où l'importance de bien figurer dans le haut de la liste pour s'assurer, même en cas de défaite, une place dans l'hémicycle. Même en cas de défaite au second tour, bien sûr, et d'où la difficulté surtout à les établir, ces listes, surtout en cas d'accord avec plusieurs formations politiques. Ainsi, le Parti socialiste, qui avait déjà donné les premiers noms, vient de procéder en fin de semaine dernière à quelques ajustements. Sans surprise, Sandrine Grand-Gambe, responsable départementale des socialistes, reste numéro 1 dans les Yvelines, juste devant Benoît Hamon, député. C'est beaucoup de renouvellement avec Ramassal à Mantes-la-Jolie qui représente aussi l'avenir pour la gauche sur le territoire du Mantois, avec Saïd Ben Moufok aussi à Mantes-la-Ville. Nous avons aussi le Sud-Yvelines qui est représenté largement par une jeune candidate qui est Diane Lacouture sur Rambouillet, mais évidemment aussi le maire de Saint-Arnoux, Jean-Claude Husson, qui est présent sur le haut de liste. C'est important pour nous. Donc vraiment une représentation assez large de tous les territoires. Le Parti socialiste qui a donc fait un accord avec l'Union des démocrates écologistes, le mouvement républicain et citoyen ou encore le PRG, le Parti radical gauche. Eddy Haït, son représentant local, l'ancien maire de Carrières-sous-Poissy, est numéro 4 sur cette liste de gauche donc dans les Yvelines. J'ai une véritable satisfaction à voir la gauche rassemblée sur la liste de Claude Barthelone dans les Yvelines, autour de Sandrine Grand-Gambe. Je dirais que la situation personnelle qui est la mienne d'être située en 4 m'est très satisfaisante, mais importe peu aujourd'hui au regard des enjeux que nous avons à conserver cette région à gauche. Depuis 2004, je participe aux listes, aux élections régionales, et donc le Parti radical de gauche est un parti républicain, ancré dans l'histoire de la République, attaché au principe de laïcité. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint Claude Barthelone, puisqu'il s'était engagé à mettre en œuvre un observatoire régional de la laïcité. C'est un point fort pour nous de convergence avec lui. Un accord entre plusieurs formations politiques de gauche, mais toujours pas d'alliance entre les Verts ou encore le Front de gauche. Les partenaires de la majorité sortante veulent donc se compter. Comme on dit, chacun veut tester sa popularité auprès des électeurs et surtout obtenir une légitimité pour peser ensuite dans le programme qui sera proposé en commun lors du second tour. Une stratégie inverse à celle qui est menée par la droite. Les Républicains ont déjà fusionné, leur liste avec l'UDI ou encore le Modem. Un mot du programme, justement. Le programme du PS qui s'articule bien sûr autour de la défense du bilan de Jean-Paul Huchon et puis quelques propositions fortes, la mise en place d'une offre transport, 24 heures sur 24 en Ile-de-France, l'obligation faite aux communes de respecter les obligations de logements sociaux pour pouvoir prétendre à des subventions. Mais lors de cette conférence de presse organisée en fin de semaine dernière, c'est surtout la volonté de déstabiliser Valérie Pécresse qui prime. Écoutez Benoît Hamon. Je constate que Valérie Pécresse est d'ores et déjà dans la main d'un certain nombre de lobbies qui sont très influents, puissants, à droite. Sens commun, la manif pour tous, qu'elle leur fait une large place. Il y a donc des gens qui sont très favorables au mariage pour tous, des gens totalement opposés. Moi, la question que je pose, c'est quel sera le comportement de ces élus demain dans l'Assemblée régionale quand on évoquera la question des menus scolaires, quand on évoquera la question des semaines d'éducation à la sexualité, à la lutte contre l'homophobie, à l'ouverture des lycéens d'Île-de-France. Je pense qu'il y a aujourd'hui un poids des idées réactionnaires extrêmement fort et qui s'illustre par non pas un représentant, mais plusieurs représentants, rien que sur la liste des Yvelines. Et c'est ce qui me semble la caractéristique aujourd'hui de Valérie Pécresse, qui est, outre entourée de beaucoup de notables des Yvelines, mais surtout a peut-être pas aujourd'hui le tempérament ou la force de caractère suffisante pour résister à ces lobbies dans son propre camp. La charge est lourde, vous l'avez entendu, mais pour l'emporter, il va falloir marquer les esprits. Les Républicains sont pour l'instant en tête des différents sondages sur notre région Île-de-France. Et puis concernant le Parti socialiste, cette dernière information, Claude Barthelone, la tête de liste régionale donc, qui sera en meeting lundi 9 novembre à Mantes-la-Jolie. Nous y reviendrons bien évidemment. Merci Wilfried. Enfin, vous connaissez peut-être le Bondi Blog, mais connaissez-vous son petit frère, le Trapi Blog? 10 ans après les émeutes, le Bondi Blog a porté ses fruits quant à l'image des banlieues. Sur le même modèle, donc un blog qui donne la parole aux jeunes, Mehdi Litine, qui est originaire de Guyancourt et ancien élève de Sciences Po Paris, a fondé depuis le 1er octobre le Trapi Blog. Il cherche de nouvelles plumes. Reportage de Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Lutter à travers la plume, c'est toute l'ambition des jeunes autour de cette table. Rédacteur pour le Trapi Blog, ils souhaitent tordre le cou aux clichés sur les banlieues, véhiculés selon eux par les médias. J'ai un master 2 en littérature générale et comparée, et donc je trouve que ça colle bien écrire dans les blogs, et surtout écrire pour ma ville, pour valoriser ma ville et pour changer l'image et, entre parenthèses, les stéréotypes perçus sur la ville de Trappes.
À l'instar du Bondi Blog, Mehdi Litim, enfant de la banlieue passé par Sciences Po Paris, a souhaité donner la parole aux jeunes de Trappes à travers ce projet dont il est le fondateur. Leur offrir en fait un espace sur lequel ils pourront exprimer leurs idées et aussi se former à exprimer ces idées-là via l'écrit, mais aussi ça peut être sous format radio ou format vidéo ou tout autre moyen en fait d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Réunion toutes les 2 semaines pour l'équipe du Trappy Blog depuis le 1er octobre pour évoquer ensemble les sujets d'écriture. Ici, pas de censure, la forme est libre. On peut écrire presque tout ce qu'on veut, même la forme est très libre. Du coup, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai souvent du mal à dire ce que je pense, mais par écrit, c'est beaucoup plus facile pour moi et j'ai sauté sur l'occasion. Une dizaine de blogueurs, dont Alain Degois alias Papy, forment déjà la plume du Trappy Blog qui espère compter de plus en plus de lecteurs pour revaloriser l'image des banlieues. Et nous sommes en plateau avec Sylvie Laouna, directrice d'Yvelines Tourisme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être venue en plateau. Vous êtes ici pour nous parler de la 3e édition de Goût d'Yvelines qui se déroule du 14 au 22 novembre. Et le parrain est cette année Simone Zanoni, chef du Trianon Palace à Versailles et 2 étoiles au Michelin. Alors avec cette opération, c'est la cuisine, mais aussi la consommation locale qui est à l'honneur. C'est ça, puisqu'en fait, notre fil conducteur, ce sont les produits locaux. C'est découvrir les produits locaux des Yvelines à l'occasion de cette manifestation. C'est vrai qu'on est un département d'Île-de-France et on a peu souvent idée de penser qu'il y a énormément de produits qui se font sur place. Eh bien, c'est pour le faire connaître. Nous avons organisé cet événement. Allez-y, oui, justement. Non, plein de découvertes et je vais vous en parler. Alors justement, consommer local, est-ce important pour vous? Est-ce une habitude que vous avez? C'est la question que nous vous avons posée. Regardez. Pas pour l'instant. Je sais qu'il y a un marché ici, je crois, mais j'ai pas encore pris le temps d'y venir. Quand j'en ai la possibilité, je fais mes courses. Oui, bien sûr. Déjà, il y a moins de pollution, le transport des aliments jusqu'à chez nous. Oui, bien sûr. Je pense que déjà, c'est une bonne chose. Et consommer local, oui, dans la mesure du possible, je le fais. Je cherche les circuits courts pour pas faire venir ça de l'étranger ou d'ailleurs, surtout essentiellement la France. Ensuite, je suis pas très attachée aux circuits courts où on s'engage sur des paniers, des choses comme ça, parce que ça, je trouve que c'est trop contraignant. C'est très important, mais je fais pas attention à ça parce que je cherche un rapport qualité-prix. Et en général, c'est vrai qu'on ne sait pas faire des économies, on achète des choses qui ne sont pas forcément locales. Alors Sylvie Laouna, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent concernés par la consommation locale. Oui, et de plus en plus, dans les Yvelines autant qu'ailleurs. Les circuits courts, comme le disait si bien une dame qu'on vient d'entendre, sont très importants. D'abord, on est sûr de la provenance du produit. On sait très bien qu'il n'est pas allé dans les frigos, qu'il est arrivé quasi direct sur notre table. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire connaître dans cette manifestation Goût d'Yvelines, justement. C'est très important. Tout le monde a envie de retourner aux sources un petit peu. On a besoin de retrouver les traditions et ce qu'on a un peu perdu. Et c'est ce que nous essayons de faire redécouvrir aux habitants des Yvelines et aux Franciliens, bien sûr, plus largement. Alors c'est le savoir-faire local, aussi un peu l'artisanat qui est mis également en avant avec cette 3e édition. C'est ça, c'est tout ce qui se fait sur place, l'artisanat local, par exemple les chocolatiers. Lors du lancement de Goût d'Yvelines qui est à Versailles, il y a 2 grandes zones d'animation à Versailles le 15. Il y a Avenue de Paris, place de la Cathédrale Saint-Louis. On aura plus de 40 partenaires. Il y a des food trucks, comme ça on peut passer la journée sur place. Il y a des spectacles pour enfants également. Il y a un espace chef où 5 chefs vont venir faire des démonstrations et on pourra même déguster leur fabrication. Donc ça, c'est important. Pour ceux qui ne pourraient pas rentrer dans l'espace chef, il y a des télés à l'extérieur pour pouvoir voir la retransmission. Et puis, vous avez un concours de cuisine amateur, c'est très tendance, donc nous aussi, on l'a fait. Et l'année dernière, il a déjà existé. Et les nominés, après, on les suit tout le temps. Et on est ravis de les avoir fait progresser, puisque certains en font après leur métier. Alors, il y a des ateliers pour tous les âges, pour les adultes et aussi pour les enfants? Absolument. On peut faire des tartes au chocolat avec le restaurant Le 11 qui est à Versailles et dont le chef sévit sur l'espace chef.
On peut faire des choux, on peut faire des muffins, des cookies. Voilà, c'est pour les adultes, mais aussi pour les enfants, bien sûr, parce que c'est très familial, hein, notre manifestation. Je vous ai dit qu'il y avait des spectacles aussi. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. Et puis, non seulement il y a ce lancement, mais tout au long de la manifestation, pendant 15 jours, enfin 10 jours plus exactement, il y a tout un tas d'événements, tout un tas de manifestations où toute la famille peut participer. Par exemple, il y a un grand dîner dans le château mairie du Mesnil-Saint-Denis. C'est vraiment exceptionnel. Le château est magnifique et c'est un dîner pour Good Eveline. On a un produit local qui est le yaourt Y, qui a été fabriqué dans les Yvelines et sur lequel il va y avoir des ateliers pour savoir comment on peut l'agrémenter de fruits, on peut le consommer sucré, salé, voilà, plein de choses en fait qui rassemblent la convivialité, les produits locaux, l'échange et des manifestations pour toute la famille. Donc chaque année, Good Eveline, c'est voilà, une initiative qui grandit. Est-ce que cette année, il y a vraiment des nouveautés particulières? Vous avez plus de partenaires, il me semble? Oui, beaucoup plus de partenaires. Déjà, il y a 2 espaces pour le lancement à Versailles. Il n'y en avait qu'un l'année dernière. Donc, on a quasi doublé le nombre de partenaires. On a toujours nos marchés fermiers pour la clôture. Donc, il y en a un à Mantes, en même temps que la foire à l'oignon. Rappelons que c'est un événement très traditionnel. C'est la 567e foire à l'oignon. Donc, ça date un peu, puisque c'est tous les ans. Ensuite, on en a un marché à Thiver-Valgrignon, dans la ferme. Donc, on est déjà au sein de la fabrication de produits locaux et on apporte on amène d'autres partenaires. Et puis, il y en a un à Chevreuse, là où il y a beaucoup de produits fabriqués sur place dans le parc naturel régional. Donc, oui, de plus en plus de partenaires. Et on fait se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas, qui vont travailler ensemble. Ça, c'est aussi l'objectif de Good Eveline, hein, des restaurateurs qui rencontrent des producteurs locaux, qui vont se mettre à travailler ensemble. On a par exemple le chef de la Tour d'Argent à Paris, qui n'est pas du tout yvelinois en tout cas, mais qui travaille avec un producteur des Yvelines parce qu'il juge que sa production est exceptionnelle. Donc vous voyez, on s'exporte un petit peu jusqu'à la capitale. Donc le but aussi, c'est de montrer voilà, qu'il y a plein de richesses dans les producteurs, locaux des Yvelines. Est-ce que c'est aussi de faire prendre conscience aux Yvelinois l'importance de bien s'alimenter? Ah ben ça passe aussi par là, bien sûr. Bien sûr, c'est très très important. Et tout au long de l'année, on a un blog qui est évidemment qui bat son plein au moment de Good Eveline, mais qui aussi dure toute l'année avec des idées de recettes, des idées un peu plus light que d'autres où on utilise des légumes. Et le thème de cette année, c'est comment travailler un produit dit pauvre, que ce soit un légume ou autre, et le sublimer à partir d'une recette. Donc il n'y a pas besoin forcément d'investir des 1000 et des 100 dans une recette pour qu'elle soit extraordinaire. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre et ça on l'explique sur le blog et c'est tout aussi le fil conducteur de notre événement. Alors si justement voilà, on a envie de participer à cette 3e édition de Good Eveline, comment ça se passe, comment on fait pour se renseigner un petit peu? Alors on va sur le blog Good Eveline, www.goodeveline.fr et on s'inscrit. Il y a des ateliers donc le 15. Il faut s'inscrire et pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir des places parce que la plupart des ateliers sont gratuits, à ce moment-là ils viennent quand même. Et puis il y a des choses sur lesquelles on peut participer comme la Fédération française de cuisine amateur qui nous propose le concours ou bien l'atelier des chefs qu'on peut regarder en retransmission extérieure sur les écrans. Enfin, il y en aura pour tout le monde. Tout le monde peut venir nous voir. Il y avait beaucoup de monde l'année dernière. On espère qu'il y en aura encore plus cette année. Une dernière question à Sylviana avant de conclure cet entretien. Est-ce que vous avez une petite préférence, un atelier ou voilà, une initiative qui vous tient particulièrement à cœur dans cette 3e édition de Good Eveline? Alors, moi, c'est l'espace chef. C'est comme l'année dernière, effectivement, mais nos chefs prendront beaucoup plus de temps à expliquer et à faire leurs démonstrations que l'année dernière. Donc, l'espace chef, c'est quasiment 1h30 pour chaque chef. Ils vont faire leurs démonstrations et après, ils font goûter leurs produits qu'ils auront réalisés sur place. Après, il y a le nettoyage pour que le chef d'après arrive, mais il y a aussi tout un tas de questions qu'on pourra poser à ces chefs. Donc c'est peut-être un moment un petit peu privilégié dans la manifestation qui ne se reproduit pas tous les jours. Et c'est vraiment, si on y vient, c'est exceptionnel. L'occasion de rencontrer de grands chefs et d'avoir des astuces et des conseils. Alors il y a plein d'activités d'animation à Versailles, sur Saint-Quentin, en Yvelines, sur notre territoire. Il y a le 14 novembre la visite avec démonstration et réalisation d'une recette chez le chocolatier Dobos à Montigny-le-Bretonneux. Il y a aussi un atelier création
préparation de cocktails bien-être à la Verrière le même jour à 14h30. Et la SNCF renouvelle son opération panier fraîcheur et propose cette année pour Good Evening 2 gares yvelinois supplémentaires, des dégustations et aussi des petits cadeaux pour tout le monde. Alors je le rappelle, Good Evening c'est du 14 au 22 novembre. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller donc sur le blog www.goodevening.fr. Merci beaucoup Sylvie Launa. Merci. Et l'association étudiante Poèmes de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines organise comme chaque année un gala. Cette année, c'est le vendredi 27 novembre à Paris. Et les profits seront reversés à l'association Imagine Fort Margot. Cette association lutte contre les cancers pédiatriques en soutenant des programmes de recherche européens et plus localement en soutenant les enfants malades et leurs familles dans les hôpitaux de la région. Vous pouvez donc retirer les places le 4 et le 6 novembre à l'UFR de santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Une cagnotte est lancée pour récolter des dons. La fondation de l'université s'est engagée à reverser le double de ce qui sera récolté. Et enfin, en mai dernier, 8 auto-entrepreneuses avaient lancé un salon du bien-être féminin à Bois d'Arcy. Devant le succès de l'opération, elles ont proposé ce week-end le premier salon de l'automne avec cette fois 23 exposants, artisans, auto-entrepreneuses et vendeuses à domicile. C'était alors donné rendez-vous. Mélanie Poquet et William L pour ce reportage. Que des mouvements circulaires. D'accord. On peut appuyer, on peut aller en profondeur, ça fera jamais de mal, ça fera que du bien. Voilà. Sylvie Dacruz est masseuse professionnelle. Elle pratique principalement ses massages dans des entreprises, alors ce genre de salon, c'est un moyen de rencontre. J'ai que des prestations à donner, donc j'ai pas de quelque chose de concret à vendre. Donc c'est pour me faire connaître, réussir à avoir des contacts dans les comités d'entreprise, voir des DRH, des choses comme ça qui pourraient mettre ça en place dans leur entreprise. Coiffure, maquillage, le salon d'automne regroupait 23 exposants, artisans, auto-entrepreneurs et vendeuses à domicile. Que ce soit pour les artisans, les auto-entrepreneurs ou les personnes en VDI, c'est avant tout la possibilité de montrer ce dont ils sont capables, leur marque, leur secteur d'activité, faire connaître également leurs talents, leurs produits et surtout prendre des contacts. Devant le succès de cette édition, le salon d'automne devrait être renouvelé l'an prochain. Et enfin, un mot de sport pour finir, car oui, c'est du sport. Une grande compétition de billard était organisée ce week-end à Fontenay-le-Fleury. Plus de 170 joueurs classés parmi les meilleurs joueurs français et étrangers se sont affrontés au gymnase Descartes à l'occasion du 3e Open des billards organisé par la Fédération française. Mickaël Elmidoro et William L ont suivi la compétition pour nous. De la concentration, de la logique, une main assurée et une part de chance. 170 joueurs ont joué des coudes ce week-end à Fontenay-le-Fleury pour remporter l'Open de billard organisé par la Fédération française. Une compétition programmée pour la 4e année consécutive dans la ville yvelinoise. J'ai poussé la porte de la mairie il y a 4 ans. Ils m'ont dit oui pour la première année, ils ont voulu voir. Et puis maintenant, c'est tous les ans, on le fait à la même époque. Un tournoi, ce qu'on appelle Open National de billard FBEP. C'est un tournoi national, voire même international, parce qu'il y a des étrangers qui sont avec nous. Il y en a 9 dans l'année. Et sur les 9, on en fait un par région. Ce mois-ci, c'est à Paris, donc à Fontenay-le-Fleury qui nous accueille gentiment. Depuis la 4e édition. C'est individuel aujourd'hui. Et demain, c'est en équipe, de 4 contre 4. Dans le gymnase Descartes, des têtes d'affiche, 36 sélectionnables pour les championnats d'Europe et du monde ont participé à cet Open. L'une des stars de la discipline, Yannick Beaufils, classé dans le top 8 mondial, était de la partie. Il y a un très bon niveau, hein. Il y a les meilleurs joueurs français qui participent, il y a une grande partie des meilleurs joueurs français qui participent ce week-end au tournoi national à Fontenay. Pour gagner un Open, il n'y a pas de secret, il faut être en forme, il faut être bien dans sa tête mentalement et avoir de l'endurance. Dans la catégorie des meilleurs joueurs français, le tournoi s'est soldé par la victoire en finale de Victorin Labarre de Bordeaux contre Cédric Lequelec de Vitré. Rendez-vous l'année prochaine à Fontenay-le-Fleury pour une nouvelle édition. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, nouvelle édition du 7-8, le journal. Nous parlerons de la campagne de vaccination contre la grippe avec un médecin qui nous donnera tous ses conseils ainsi que son avis. Je vous retrouve donc demain à 18h en direct pour une nouvelle édition du 7-8, le journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.